également à Togocom, Ferdinand? Non, Togocom donne l'impression d'être un canard boiteux. Je vais partir de l'accessoire pour aller vers l'essentiel. L'accessoire, c'est tous les services qu'on nous offre Togocom depuis la privatisation. Aujourd'hui, tous les consommateurs se plaignent de la qualité du réseau Togocom. Vous lancez un appel, peut-être je vais là à côté de moi, je lance un appel, on me dit qu'il est hors de réseau. Je lance l'appel plusieurs fois avant d'arriver à le joindre. Si j'ai la chance de le joindre, on parle, quelques minutes après ça coupe. Je le rappelle, on dit qu'il est hors réseau. Et ça, tous les Togolais vivent ça tous les jours. Je ne sais pas s'il y a un seul Togolais qui ne vit pas ça. Quand vous êtes en difficulté, vous voulez appeler le service clientèle de Togocel, il faut avoir du crédit. Si vous n'avez pas de crédit dans votre téléphone, vous ne pouvez pas appeler le service clientèle de Togocom pour vous régler un problème. C'est un gros souci ça. Il y a la question des mégas. Les gens se plaignent qu'ils chargent les mégas et puis les mégas partent comme... voilà quoi, ça disparaît rapidement. Et le service est de très mauvaise qualité. Les gens qui ont eu la fibre optique à leur domicile et qui doivent par exemple, selon ce que vous consommez, payer 30 000 francs par mois, 25 000 francs par mois, vous avez la connexion haut débit, vous avez une gratification de 2 heures de communication par mois à partir d'un téléphone fixe vers le numéro Togocom. Vous avez si vous payez 25 000, vous avez 25 mégas de connexion. Quand vous vérifiez les mégas, vous n'êtes même pas à 10. Plusieurs personnes ont fait venir des experts pour vérifier la connexion qui vient chez eux alors qu'ils payent 25 000 francs par mois pour avoir 25 mégas, ils ne sont même pas à 10 mégas. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas télécharger des documents, vous ne pouvez même pas faire des lives, vous ne pouvez même pas regarder la télé avec la connexion que vous avez. Et pourtant, vous avez payé ça pour avoir tous ces services-là. Et le téléphone ne marche même pas. Le téléphone ne marche même pas. Et les gens se plaignent tous les jours. Vous avez le service Timoné qui est en permanence en difficulté. On vous envoie des messages pour dire qu'il y a quoi, panne sur le réseau, que bon, de patienter. Alors qu'aujourd'hui, le transfert d'argent est devenu la pratique courante de tous les Togolais aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui est à l'hôpital et qui est dans une situation compliquée. On a besoin de transférer de l'argent pour aller rapidement à la pharmacie, pour acheter des produits. On vous dit non, que le système ne fonctionne pas. Et comme nous n'avons pas de culture de plainte, comme nous n'avons pas d'organisation de consommateurs assez puissante, comme nous ne sommes pas organisés, ces gens abusent des consommateurs tous les jours. Et ils se font des milliards sur le dos des consommateurs que nous sommes. Donc ça c'est, on peut ajouter d'autres choses, des désagréments sur le réseau, bon ça c'est juste des éléments que je donne. Et donc ça c'est l'accessoire. Maintenant, le plan de résistance, il y a 2 ans ou presque, lorsque ces gens-là sont venus au Togo, à la surprise générale, parce que le processus de privatisation ou de désengagement de l'État togolais dans les groupes Togocom, à savoir Togo Télécom et Togocel, pour céder les 51% des étrangers, n'a pas été quelque chose qui a été discuté au préalable. Un matin, on apprend qu'il y a des gens qui sont arrivés et qui sont partis à la présidence signer une convention, et puis on nous a sorti un communiqué qu'il y a un groupe Agou Holding. Ils étaient dans une piole, à Djidjolé là-bas, en face de la pharmacie. C'est là-bas le siège. Quand ils ont fait la déclaration au CFE, le siège était dans une chambre, c'est-à-dire une chambrette, en face de pharmacie Djidjolé là-bas. Je suis allé regarder là où ils ont mis le siège dès le départ. Ils appellent ça Agou Holding. Et derrière ça, on a Action et tout ce qu'on a fait après. Voilà. C'est mon quartier. Tu me dis le quartier. Et donc, c'est l'un des plus beaux quartiers de Lomé. Et donc, du coup, ces gens, à la signature de la convention, on ne nous a pas dit les choses de façon claire et transparente. L'État ne nous a jamais dit quels étaient les avoirs de Togocom avant qu'on ne le privatise. Je ne sais pas si vous voyez. Quel était le bilan, le chiffre d'affaires, parce qu'on a privatisé vers fin décembre, novembre. Quel était le chiffre d'affaires, quels étaient les avoirs. Est-ce que Togocom avait des milliards dans une banque? On ne nous a rien dit. On a donné ça aux Malgaches. 51%. 51%,
la ministre des Postes et Télécommunications nous a dit, c'est pas parce qu'ils ont la majorité qui doivent se permettre n'importe quoi. Elle a fait une interview pour dire, le Togo conserve quand même 49%, et donc aura voix au chapitre. D'accord. On nous a dit que ces gars sont arrivés pour investir 160 milliards, 240 millions d'euros, je pense, sur 7 ans. Et qu'ils vont faire des investissements, ils vont faire du Togo un pôle de référence dans la matière de communication. Mais bon, tout ce qu'ils aiment aligner pour bluffer les gens. Ils ont aligné tout ça. 160 milliards sur 7 ans, ça fait 22 milliards chaque année. Nous sommes à la deuxième année. À part le fait qu'ils ont mis un peu d'argent pour essayer d'améliorer le réseau Timonet, ils n'ont investi rien. C'est maintenant qu'ils vont à la BOAD chercher l'argent. Mais on nous a dit qu'ils sont des investisseurs. Donc c'est sur la BOAD au Togo qu'ils comptaient prendre l'argent. Si c'était le cas, il aurait fallu que le Togo même aille chercher l'argent à la BOAD. Puisque la BOAD est sur notre territoire. Je le dis parce que c'est une méthode qui est devenue courante dans notre pays, où vous voyez des gens qui arrivent, on les présente comme des investisseurs qui vont amener beaucoup d'argent dans le pays. Et une fois qu'on leur signe la convention, c'est des gens qui tournent en rond comme des cafards. Et puis quelques temps après, vous les voyez dans nos banques au Togo chercher de l'argent. Donc en fait, ils n'étaient pas des investisseurs. Et l'argent même qui cherche dans les banques du Togo, c'est l'État qui devient leur garant. Vous avez vu l'histoire de Prefaco. Prefaco. Oh, oui. Ce gars, je ne sais même pas comment il s'appelle. C'est un Espagnol. Un sulfureux investisseur, soi-disant investisseur, qui est venu ici et il y avait un projet à la plage là-bas. Président des cocotiers. Et les gars aussi avaient escroqué les souscripteurs, ils ont disparu. Ils sont venus, ils ont bloqué la plage. Ils ont fait une cérémonie grandiose de signature. Ils ont utilisé plus de 70 millions pour la réception. Le jour de la signature, le champagne a coulé à flot. On nous a dit qu'ils vont construire un hôtel 5 étoiles référence dans la sous-région. Le gars, une fois qu'on a signé la convention, est allé chercher l'argent, la BOAD, BIDC, tout ça dans quelques banques, et puis il a disparu. Le chantier, ça fait plus de 6 ans ou 7 ans que le chantier est abandonné là-bas. Nous sommes au bord de mer, et l'effet corrosif de la mer est en train de détruire tous les fers qui sont là-bas. Le type a disparu. Plus personne ne sait ce que ce projet est devenu. Et donc, l'argent qu'il a pris à la BOAD avec la garantie de l'État togolais, donc c'est l'État togolais qui finira par payer ça. Les gens de Pomar, qui sont venus ici pour dire qu'ils vont faire l'exploitation de marbre, tout ça, tout, Ablita là-bas, tout ça, et qu'ils vont mettre 1000 milliards, je ne sais pas quoi. Il y a même des proches du président qui sont dans le conseil d'administration, des femmes. Ils ont pris de l'argent aussi à la BOAD. Ils ont commencé sur le site là-bas quelques activités. Ils ont extrait des blocs de marbre qu'ils ont sortis par le Ghana. Et puis, leur chef, c'est un gars un peu touareg, là, il a des cheveux crépus, et sur la tête, on l'appelle Adoum. Voilà. Et il avait un espagnol ici qu'on appelle Elios Rodriguez. Les types ont disparu. Le projet s'est arrêté. Aujourd'hui, tu prends la PIA. Depuis quelques jours, la PIA se promène dans les banques pour chercher l'argent. Mais on nous a dit qu'ils vont amener l'argent au Togo. Je ne sais pas si vous voyez. Depuis quelques jours, ils se promènent dans les banques pour chercher de l'argent. Et vous savez très bien que, par exemple, à la BOAD, c'est une banque de l'UEMOA. Et donc, tous les pays ont leur droit de veto. C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe pour chaque pays. Pendant que les autres pays utilisent cet argent pour faire des infrastructures, pour développer leur pays, nous, on cautionne des mafieux qui viennent puiser dans l'enveloppe qui est destinée à notre pays. Et quand ces mafieux disparaissent, c'est le Togo qui perd. Donc, on est dans le même schéma aujourd'hui qu'avec les gens du Togo. Nous sommes dans la deuxième année de la privatisation. Où sont les 22 milliards qu'ils doivent investir chaque année? Il n'en a rien été. Maintenant, ils viennent chercher l'argent dans nos banques pour soi-disant améliorer le réseau, créer quoi, comme ils ont sorti le communiqué. Maintenant, depuis qu'ils sont là, que les auditeurs m'excusent que je monopolise la parole parce que c'est un dossier de l'alternative, et Joël va placer un mot. Il faut que j'expose le dossier pour que les gens comprennent. Depuis qu'ils sont là, ils sont en train de démanteler tous les secteurs juteux de Togocom et les externaliser, c'est-à-dire que les confier à des sociétés externes dont les propriétaires sont eux-mêmes ou des gens proches d'eux.
comme on a fait au port autonome de Lomé. C'est-à-dire qu'au port autonome de Lomé, on a saucissonné tous les secteurs juteux, on a privatisé. Donc tu as capitainerie, tu as Boluda, tu ne sais même pas qui gère. Donc, là où nous sommes, le service Timonet a été une société à part. Parce que là, c'est une mine d'or. On a créé un truc là, on dit, bon, eux, ils vont gérer ce service Timonet. Vous savez que les télécommunications utilisent énormément d'énergie pour leurs antennes. Il faut le carburant pour alimenter les antennes, tout ça. Ils sont en train de mettre un dispositif pour confier ça à une société qui va fournir l'énergie. Et les voitures, le parc, comment vous appelez ça, des véhicules. Quand ils ont pris la société, Togocel avait 130 véhicules, tout en état de fonctionner. Togo Télécom en avait autant, voire même plus. Ils ont vendu toutes les voitures aux enchères. La dernière vente s'est passée le 11 octobre dernier. Ils ont vendu toutes les voitures aux enchères. Ils ont dit oui, que ceux qui doivent acheter sont en priorité les gens du personnel. Mais c'était un jeu. Et les gens sont passés, ils ont acheté. Maintenant qu'ils ont vendu les véhicules, ils ont confié maintenant, ils ont opté maintenant pour la location de véhicules. Qu'ils ont confié à une société qu'eux-mêmes ils ont créé. C'est-à-dire qu'ils ont créé ça entre eux, qu'ils ont logé dans une boîte ici, à Sifao. C'est-à-dire que ce n'est pas Sifao, mais ils ont logé la société pas très loin de Sifao. Et ils louent les voitures 150 000 francs par jour. C'est-à-dire que Togocom, après avoir vendu les 300 voitures qui sont venues trouver, les Malgaches, après avoir vendu les 300 voitures qui sont venues trouver au Togo, ont opté maintenant pour la location des voitures. Et la société qui loue les voitures, leur loue la voiture, une voiture 150 000 francs par jour. S'ils utilisent 100 voitures, vous êtes à presque 5 milliards par an. Ne serait-ce que pour la location de voitures. C'est un système pour sortir de l'argent du pays. Quand nous avons fait les Panama Papers, on a décrit comment est-ce que dans l'évasion fiscale, on confie tout ce qui concerne les commandes qui sont de gros matériel au pays d'origine de ceux qui ont l'entreprise. Par exemple, nous sommes des Indiens, on commande tout le matériel, les pièces de rechange en Inde, à travers une société qui appartient à un de nos proches. Si donc nous avons une caméra qui se vend à 2 000 €, on dit que la caméra est à 1 million d'euros. Quand on sort les 1 million d'euros, la caméra n'aura coûté en réalité que 2 000 €. Donc on sort au moins une grande partie de l'argent. C'est comme ça en fait les Panama Papers version togolaise. Un peu comme le programme d'ajustement exactement. De la Banque mondiale. Et donc, quand on loue une voiture à 150 000 francs par jour, au bout d'une année, vous avez près de 5 milliards que la société engrange. Mais allez regarder qui est le propriétaire de la société. Et d'où et les fonds deviennent quoi? C'est un montage en fait financier. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous avez par exemple les contractuels et les chauffeurs de Togo Télécom et de Togocom, bon, Togocom en général. On a confié leur recrutement à une société. Quand on ne veut plus d'eux, il faut qu'une société les gère. La société leur paie 70 000 francs. Mais la société facture la boîte 150 000 francs. C'est-à-dire que plus de 100%. Donc vous avez les secteurs comme ça qu'on a essayé de créer pour dépouiller la société de tout ce qui rentre comme bénéfice. Pendant ce temps, l'État qui a les 49% ne dit rien. On gratifie quelques anciens ministres, on graisse les pattes à certaines autorités pour les faire taire. Et les gens ne disent absolument rien. Conséquence, nous mettons beaucoup d'argent à acheter du crédit, la communication est chère, mais les gars, ils sont en train de ramasser l'argent et sortir l'argent du pays. Aujourd'hui, pour livrer, pour faire des prestations de services à Togocom, il n'y a plus de livreurs togolais. Tout, ils commandent tout à Madagascar. Je ne sais pas si vous voyez, ils commandent tout à Madagascar. C'est-à-dire même que s'il faut faire venir ce micro au Togo, on ne donne pas le marché aux Togolais, on donne ça à un Malgache. Ou à quelqu'un qui est proche d'eux. Donc, voilà les échecs, voilà le scandale qui est autour de cette histoire de privatisation. Je pense que ça bourdonne entre les autorités elles-mêmes, mais personne n'a le courage de dire nous avons commis une bêtise.
Puisqu'ils ont été avertis. Et c'est la presse qu'on saisit pour, Oui, pour en parler. ils ont été avertis. Les gens ont dit, n'allez pas sur ce chemin. Oh, vous ne pouvez pas brader un secteur aussi stratégique comme les télécommunications des étrangers. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils sont obligés de supporter ces gars-là. Le conseil d'administration qui comportait des ministres, on a éjecté des ministres, on a fait venir des étrangers et on a mis juste le directeur du Trésor dans le groupe. Lui, il ne voit rien, il ne comprend rien, et il ne voit pas les choses. Et lui, il est là. Donc, voilà comment ce qui appartient à tout le Togolais. Il est également membre du conseil d'administration de la Suété. Qu'on se prépare également. Ouais, à saucissonner, à vendre. À saucissonner. Alors, non, moi, je crois que le mode opératoire que Ferdinand vient de dénoncer dans Togo comme c'est le même mode opératoire que l'État togolais bizarrement toujours adopté. Oui, pratique d'ailleurs. C'est la même chose que l'État togolais. Et au lieu de s'en prendre aux étrangers, il faut s'en prendre à nous-mêmes. Il faut qu'on s'en prenne à nous-mêmes. Parce que je serais étonné qu'on nous dise qu'on ne savait pas que c'est vers cette destination que le bateau allait être conduit. Mais ça veut dire que quelque part, celui qui a amené même les acquéreurs, il sait à quoi il joue. Nous avions très tôt dit, on va vendre les bijoux, tous les bijoux de famille, et quelqu'un a complété, on se fait la malle et puis on se taille. On fait la malle et puis on se taille. Peut-être nous sommes dans ça. Maintenant, les gens, on va se taire jusqu'à quand? Et parce que aujourd'hui, on parle des grosses sociétés. Quand on parle même des transports, quand on voit le cas même des transports routiers, là, l'histoire de Sotopla, qui a fait les choux gras, qu'est-ce qui était derrière? Comment est-ce que l'État peut faire des contrats de concession où il y a un comité de suivi? Parce que tous ces contrats, c'est un contrat de concession où il y a un comité de suivi, où il y a des techniciens. Pourquoi les techniciens ne disent jamais rien? Personne ne tire sur la sonnette d'alarme. Non, c'est pas ce dont on a convenu. Ils sont en train de violer les principes, etc. Mais moi, opérateur international, je viens. Ça veut dire que c'est de bonne guerre. J'essaie d'acheter votre silence, hein, autant que possible. Ah ouais. Mais quand vous vous taisez, je continue. Parce que je sais que j'ai la vraie caution. Il faut se demander pourquoi est-ce qu'on prend plaisir à brader les bijoux de famille. La BTCI, là. Ouais. La BTCI attend quel problème pour qu'on choisisse de les privatiser, pour qu'on ne pas régler le problème en interne. L'UTB, où on a amené un ami pour faire la privatisation, il a vendu un logiciel à 9 milliards. On ne sait où c'est passé cette histoire de logiciel. Hein? Même comme Ferdinand le dit, même les papiers RAM, c'est son fils qui vendait les papiers RAM à la banque. C'est son fils qui vendait les papiers RAM à la banque. Et tous les intrants, c'est son fils qui le vend. Mais qui a amené ce monsieur-là? Il n'arrive pas à lui dire non, arrête. À un moment donné, comme nous l'avons dit dans le cas des magistrats, dans le cas des enseignants, quand vous faites complice des pratiques abjectes, ne venez pas vous prendre après. Parce que quand ça commence, quand le petit serpent commence par pousser la tête, agissez et coupez-lui la tête rapidement. Et vous vous taisez. Mais les gens sont tus parce que peut-être ça faisait leur affaire. Parce qu'ils trouvaient, comme on l'a dit, ils trouvaient le gombo. Et aujourd'hui, ils se plaignent parce qu'ils n'ont plus le même gombo. C'est ça. Et tout ça, c'est à la presse qu'on recourt après. Pour que la presse dise, oh, pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils étaient le miel et le lait, ben, on ne pensait pas à la presse. On nous traitait de quoi? Le magistrat vous a traité de quoi? De tous les noms d'oiseaux. De tous les noms d'oiseaux. Donc, si pour régler le problème de privatisation, il faut que les gens montent au créneau Quelqu'un disait que, le magistrat disait que, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais que c'est quand nous ratons nos vies qu'on devient des journalistes. J'ai tellement rigolé et j'ai répondu en disant la moitié des dirigeants au monde sont des journalistes. Ils sont passés par la presse. Ouais.
Et ceux qui ont été les meilleurs gestionnaires de Ouais. leur pays, Ouais. on sont passés par la presse. Ouais. Et cette année, les 2 prix Nobel qu'on a eu sont des journalistes. Ce sont des Ils journalistes. racontent n'importe quoi. C'est l'un des métiers les plus nobles au monde. Et le journaliste est quelqu'un, il fait un peu de tout. Il fait Sciences Po, il fait droit, il fait tout. S'il a vraiment envie de faire, c'est pas quelqu'un de... Attends, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont d'un niveau parfois, voilà. Mais il y a des gens qui sont assis. Et quand ils prennent même des chefs d'État en débat, ils prennent des hommes politiques en débat, on suit les débats partout dans le monde. Et donc, vous voyez, les gens pensent que bon, c'est parce que bon, nous on fouille dans les poubelles, parce qu'on n'a rien à faire quoi. Qu'on passe tout notre temps à fouiller dans les poubelles. quoi. C'est l'expression de l'inculture. Ouais. La preuve aujourd'hui, ces magistrats là recours à la presse. Oui. Mais ils sont sur les médias, Oui, en train de dire, bon, venez nous sauver. Oui, mais... Ils sont Non, sur les médias. vous savez, c'est Même- l'impression de même les l'inculture. ministres, même les ministres, quand ils voulaient aller menacer les enseignants, ils sont allés où? Justement. Celui qui est allé pour menacer les enseignants sur Radio Victoire là, il n'est pas allé à Togo Presse où il a licencié les gens. Effectivement. Il a licencié des gens dans un média public. Dans un média Mais public. il est allé dans un média privé pour menacer les gens Pour et menacer justifier les le enseignants. licenciement. Et justifier le licenciement. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où vous ne comprenez pas pourquoi les gens ne mettent pas l'humain au cœur des décisions qu'ils prennent. Pourquoi les gens ne mettent pas un peu d'humanité dans les décisions qu'ils prennent. Vous écoutez quelqu'un qui vous dit, moi toute ma vie, je suis issu d'une famille très pauvre, mes parents et moi on a trop souffert, on ne mangeait pas à peine. Mais si Dieu t'a fait grâce, Mais on était heureux. on était heureux. Il fait une bonne chute. Oui, il fait une bonne chute. Il disait qu'on n'avait rien, mais on était heureux. On avait Et que été Dieu heureux, t'a on était fait heureux. grâce. Vous voyez, en fait, c'est l'expression du cynisme. Oui, C'est le cynisme. Il invite les gens Oui. à la pauvreté. à la pauvreté, pour être heureux. Il invite les gens à la Si, si, pauvreté. si, si. Or, lui-même, il ne peut pas. Mais c'est pas possible. Et si Dieu t'a fait grâce, et que depuis 16 ans, de façon continue, tu es ministre de la République, donc entretenu par les contribuables que nous sommes. Oui, oui. Entretenu par les contribuables que nous sommes. Même si tu vas sur les médias pour nous parler, un minimum de décence et de respect. C'est parce que, et je ne sais pas, c'est Étienne de la Boétie qui disait que les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. C'est ça l'histoire de la servitude volontaire, dont on parle, qui rentre aussi dans la question de la monnaie. C'est ça l'histoire de la servitude volontaire. Parce que nous, le Nord, disons rien, qu'ils se croient tout permis. Vous avez vu là, en Guinée, là, la dernière décision de Doumbouya. Je ne sais pas si vous avez vu dans les 24 bien heures, sûr, là. bien sûr. On dit tous les barons du régime là, qui sont dans les domaines de l'État là, doivent restituer les maisons. Ils doivent restituer. Les gens commencent pas à écrire des lettres pour dire que moi, ma maison, c'est Lansana Conté qui m'avait donné le terrain et je l'avais payé. Les gens disent domaine de l'État, c'est domaine de l'État. Lansana Conté n'avait aucun droit de te donner un terrain qui appartient à l'État. Même si après tu as fait des papiers dessus. Ça va arriver ici un jour. Les gens qui ont morcelé les réserves administratives, ils ont fait des papiers dessus. Ils sont dedans, ils sont tranquilles. Les gens qui sont dans le domaine de l'État, parce qu'aujourd'hui ils ont la force. Demain, là, on va ressortir tous ces papiers. Peut-être de notre vivant ou après notre mort. Quelqu'un viendra ressortir tous ces papiers en disant, vous avez gardé par devers vous les domaines qui appartiennent à l'État. Libérez les domaines. Suivez très bien l'actualité en Guinée. Moi, je suis l'actualité en Guinée. Depuis hier, c'est le remue-ménage. Chacun chez gens, je suis bien ce qu'il a pris. Et le monsieur va en crescendo. Non, il va en crescendo. Et tout doucement. Non, il va en crescendo. Et tel que ce qu'il a lancé, ça annonce des signaux à ceux-là, Ah ouais? bon, à qui on ne sait pas encore adresser. Ouais. Parce qu'on a commencé d'abord par le ministre, le super ministre, chez qui on allait faire des fouilles pour Ouais, ouais. retirer ce que. Mais non, je crois que tu peux être de nature cynique. D'accord. Mais comme Ferdinand l'a dit, on a l'humain. Et l'humain, c'est de faire l'effort de se rendre compte que l'envie est faite pour les petits hommes. Parce que j'ai l'impression que les gens sont dans leur confort, mais ils savent que quelque chose leur manque. Ils sont dans leur confort, mais ils sont conscients qu'ils sont incomplets. Il y a l'essentiel qui leur manque. Et donc, ils prennent plaisir à tirer marron du malheur des autres. Et si seulement on arrive à se départir, en fait, que celui qui veut entendre. Tous ceux-là qu'on voit qui font le yo-yo aujourd'hui, nous on n'a pas le temps de les envier. Non. Mais alors qu'ils fassent l'effort de ne pas envier
ceux qui ne le regardent pas. Parce que même quand tu ne le regardes pas, ça les énerve. Ça les énerve. Moi, je ne comprends pas que des gens réclament juste leurs droits. Ça fait à peine des centaines de millions. Et vous recourez à tous les mots. Mais est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là? C'est-à-dire que... Est-ce qu'on a besoin de servir ça pour que ton patron sache que... Pour que ton patron sache que tu es résolu. Mais à un moment donné... C'est-à-dire que les gens... Il faut que nous mesurons notre sommeil. C'est-à-dire que les gens qui ont tout chez eux à la maison, qui utilisent des millions pour commander des boissons, des champagnes et tout ce que vous pouvez imaginer, qui ne savent pas ce qu'on appelle pure water, qui sont dans la climatisation permanence. Ils n'ont jamais sorti leur argent pour payer le carburant. Ni l'électricité. Ni l'électricité. Ni la sûreté. Depuis qu'ils sont aux affaires. Oui. Depuis plus de 30 ans. Hein. Ils ne payent rien. Et ces gens-là se permettent de justifier qu'on ne doit pas donner le peu que les autres demandent. En disant que non, les gens en font trop. Les gens en font trop. Il y a quand même... En tout cas, moi je dis une chose. Les citoyens doivent comprendre que nous ne sommes jamais sortis de la lutte des classes. Nous ne sommes jamais sortis de la lutte des classes. Comme ça a été défini, mis en œuvre pendant des siècles. Si vous voulez être libre, vous devez faire tout pour, je ne sais pas, pour faire votre alpinisme social. C'est clair et net. Si vous voulez être libre, vous devez faire tout pour changer de statut social. Et pour changer de statut social, vous devez vous battre. Vous ne devez pas être le larbin éternel à qui on vient distribuer quelques tricots, 2000 francs, de façon circonstancielle, quand on a besoin de vous, pour mettre le carburant dans les motos, faire le show, et puis une fois que c'est terminé, on vous laisse. Et ça fait encore 5 ans, on revient, on vous fait les mêmes choses. Donc vous devez vous battre. Tant que vous ne vous battez pas pour vos droits, tant que vous ne vous battez pas pour changer aussi de statut social, vous serez toujours, je sais pas, vous serez toujours esclave de ces gens. On pêchera toujours les pauvres parce que le royaume des cieux est à eux. Oui, et c'est ce qu'on a servi aux autres enseignants. Bien sûr. Heureux, soyez heureux. Et ça, c'est la base même du capitalisme, ça. Oh oui. Et de la domination. Et du machiavélisme. Ouais. Vraiment. Ça, ils sont, bon, je ne sais quel marron ils tirent, quel plaisir ils ont. Mais ce qui est sûr, ils ne sont pas heureux dans leur peau. Ah ouais. Ils font semblant d'être contents. Ils font semblant d'être heureux. Ils font semblant d'être heureux. Mais bon, c'est leur choix. Parce qu'il y en a qui vous appellent même pour dire, mais vous, comme Ferdinand le dit, vous êtes là à crier seulement au lieu de savoir profiter, des occasions autres. Oui. Chacun a sa définition du bonheur. Hein. Et comme vous le dites si bien, ce sont des gens qui sont pauvres de cœur. On le comprend.